4.0. Donc je disais que ça a été lancé par cette connexion-là, organe de production et client final. Nous avions dit que toutes les briques technologiques sur lesquelles elle est bâtie sont là. On peut la résumer par la numérisation poussée à l'extrême des échanges économiques et productifs. C'est une numérisation qui va booster au max ces échanges-là entre production et économie. Sans trop tarder, nous allons présenter ces technologies-là. Donc nous avons ici un ensemble de gentlemen que je voudrais présenter. Premièrement, nous avons, si vraiment je me rappelle des noms, Robert Kahn, Windsurf. Robert Kahn, je crois que Kahn c'est avec K-A-H-N. Ouais. Ces deux personnes-là, elles sont responsables TCP/IP, mais du TCP. Alors le TCP c'est quoi? C'est le protocole, ou bien Transmission Control Protocol, c'est-à-dire le protocole de communication. TCP/IP, c'est ce qu'on est en train d'utiliser maintenant pour communiquer. Il y a le TCP/IP version V4 et récemment on commence à faire le shift vers le V6. V6, ça va englober plus d'objets sur Internet. Donc l'idée c'était quoi? C'est Internet. Et Internet, ce n'est pas quelque chose de figé, c'est un ensemble de technologies qui ont été créées en parallèle à travers différentes institutions à travers le monde entier, et le résultat c'est Internet. TCP/IP, c'est le protocole qui permet de connecter de bout en bout entre deux personnes. Cette personne-là, c'est Tim Berners-Lee. C'est lui qui a créé le WWW, le World Wide Web. À chaque fois que vous voyez un portail dans lequel il y a le World Wide Web qui vous permet d'accéder à une ressource externe grâce au TCP/IP dans ce cas-là, c'est cette personne-là qui l'a créé. Nous avons aussi cette personne-là, donc c'est Robert Lawrence, ouais, Lawrence Roberts. C'est lui qui a vraiment initié le développement d'Internet. Ces deux personnes-là possèdent actuellement le prix Turing. Le prix Turing, et Turing, c'est un prix donc c'est un prix qui a été instauré pour valoriser les travaux ou bien les contributions des chercheurs concernant la théorie de l'information, les ordinateurs et le computer science. Ces deux personnes-là possèdent le prix Turing, et Turing, c'est la personne qui a créé les machines de Turing. Que je disais qu'Internet, c'est le pilier de cette transformation-là, c'est la communication entre deux ressources distantes, le World Wide Web, et aussi l'Internet d'une façon générale. Donc c'est ça, l'appui technologique pour cette quatrième révolution industrielle. Qui dit communication entre deux ressources, regardez, donc j'ai une ressource ici, une ressource ici, c'est ce qu'on appelle l'intégration horizontale. L'intégration horizontale. Dans l'intégration horizontale, on réalise tout de A à Z en interaction avec les produits et les machines. Donc c'est aussi simple que ça. Vous avez des machines qui communiquent entre elles, vous avez des produits qui communiquent avec des machines, vous avez des clients qui communiquent avec des machines, et ainsi de suite. Dans cette optique-là, nous parlons d'un système global interconnecté. Donc global, c'est la globalisation. C'est la globalisation, nous sommes dans un système global interconnecté. Donc le produit
Le produit fini sera personnalisé, donc sera modifié selon les besoins du client final et qui va communiquer grâce à Internet ou bien grâce à cette globalisation directement avec la machine pour pouvoir lancer la production. Toute l'infrastructure supply chain va recevoir ces informations-là et va être déployée pour servir ce besoin-là. On se base sur un ensemble de technologies, donc il y a parmi elles le cloud computing, l'Internet des objets, l'intelligence artificielle, le big data et les systèmes cyberphysiques. Donc tout ça sont les catalyseurs technologiques qui ont permis à cette révolution-là de voir le jour. Donc ce concept-là, donc on peut voir qu'on est en train de faire du calcul mobile, les applications, les bases de données, c'est intégré au cloud, et le stockage. Quand vous utilisez quelque chose comme Dropbox ou bien G-Drive, vous êtes en train d'utiliser du storage qui est sur cloud. Quand vous accédez à un certain client qui fait du streaming, c'est la même chose. Donc, YouTube par exemple, vous avez une application, que ce soit mobile ou bien une application web, un client qui est en train de communiquer avec une base de données qui est distante sur Internet, il va faire du streaming. Netflix aussi, c'est la même chose. Vous avez des produits qui sont vraiment hautement personnalisés. Donc, Netflix, regardez sur Netflix, ça c'est l'interface. Mais le produit que vous allez consommer, c'est un produit qui est identique ou bien qui est personnalisable par rapport aux besoins que vous cherchez. Deux personnes différentes vont regarder deux séries différentes sur Netflix, vont écouter deux morceaux différents sur Spotify et ainsi de suite. Cette flexibilité par rapport au besoin final connecte directement le client final avec son besoin, avec la ressource disponible qui est distante. Et ça, c'est grâce à la globalisation et grâce à Internet. Et on a plusieurs technologies. Il y a l'Internet, il y a le cloud computing comme pour ces services-là, comme Netflix, YouTube et Spotify, Dropbox et G-Drive. Les emails, quand je vois un email grâce à Gmail, SMTP, il y a des protocoles qui font ça, donc plus World Wide Web, donc on parle d'autres protocoles, plusieurs technologies qui sont derrière ces clients-là pour offrir aux clients une certaine personnalisation et une intégration horizontale. C'est un peu ça l'idée d'intégration horizontale qui est propre au système de management dans ces systèmes ou bien dans ces technologies récentes, donc comme le cloud computing. Façon de voir ou bien d'organiser les moyens de production repose sur cloud computing, sur ces technologies. L'idée, donc, on va revenir finalement vers les systèmes de production parce que c'est ce qui nous intéresse et non pas les technologies. Les technologies sont les catalyseurs. Il faudrait savoir et connaître comment elles fonctionnent, comment elles marchent et c'est quoi l'intérêt qu'elles vont porter pour mon système économique, tout simplement. L'intérêt qu'elles vont porter, c'est que cette nouvelle industrie est une convergence du monde virtuel. Donc ça, c'est du virtuel. Je dirais la conception numérique, ce qu'on est en train de voir maintenant, les systèmes de supervision, de la gestion des opérations comme on avait vu pour les systèmes MES, donc pilotage là. Mais imaginez qu'on fait un pilotage à distance. Vous êtes ici sur Casablanca et vous êtes en train de piloter un système industriel qui est en train de créer de la valeur à Hong Kong ou quelque chose comme ça. C'est une convergence de toutes ces composantes-là et de tous ces objectifs-là. Aussi la gestion des opérations classiques, management des opérations, finance, marketing, commerce et tout, avec les produits et les objets. Donc je vais noter ça, donc avec les produits et les objets du monde réel. On a l'aspect virtuel et on a le monde réel. Du coup, on connecte les deux. Maintenant, en 2020, je peux me connecter à Amazon, acheter quelque chose qui n'a pas encore été produit. Et la société va produire selon les besoins que j'ai demandé. Je peux maintenant me connecter encore une fois à Amazon et acheter un livre
numérique, qui n'existe pas dans le monde réel, et le consommer sur mon téléphone portable sous forme de audiobook. Le lien entre le monde virtuel et les ressources de production, les ressources opérationnelles de création de la valeur. C'est vrai qu'il y a plusieurs grandes promesses de cette quatrième révolution industrielle. Qu'il faudrait séduire le consommateur avec des produits uniques et personnalisés, et même avec des volumes qui sont faibles. Mais c'est vrai que celui-là, je ne vais pas produire de très grandes quantités, et ça coûte cher. L'idée c'est ça, donc on fait un compromis entre création de la valeur, celui-là, donc il a du machine learning, nous avons une thermostat, nous avons un système qui est connecté, vous avez une application mobile, vous avez un site internet sur lequel vous pouvez accéder pour commander ou bien contrôler votre thermostat. Vous avez de l'apprentissage artificiel, vous avez un produit qui est personnalisé par rapport à votre besoin. Et ça n'existait pas avant. Qu'il faudrait offrir en tant que société qui existe dans cette révolution. Je disais, c'est un produit unique qui va séduire les consommateurs. Et je crois que l'exemple c'est ça. Donc vous avez des smart assistants qui communiquent, qui parlent avec un système audio HD. Vous avez des écrans qui vous disent good morning, c'est quoi votre... Vous avez des systèmes comme, je crois, Google Home, d'accord, qui sont intelligents. Donc on est en train d'offrir de la personnalisation, d'offrir plus de valeur dans le même produit. Et si vous arrivez à offrir plus de valeur dans un même package, le client il va l'acheter. Donc pour Amazon Alexa par exemple, qui est le Smart Assistant, et on va voir ça, la partie Smart Assistant, elle est très importante parce que ça représente pleinement cet aspect-là de produits qui vont séduire les consommateurs et qui ouvrent la porte sur un éventail d'autres produits. Vous achetez un haut-parleur qui est un haut-parleur de type Alexa. Donc vous avez un Smart Assistant qui est intégré, vous avez accès aux audiobooks, vous pouvez accéder à Amazon Prime, vous pouvez accéder à Amazon Prime Video, tout le package qui est très séduisant. Et ça c'est en forme de subscription. Donc je sais pas pour Amazon, mais ça va pas dépasser $30 par mois. Et ça c'est très séduisant, donc le fait d'avoir tous ces services là. Grâce à cette intégration, je dirais, horizontale, cette société-là, elle peut avoir un max de clients et qui sont en train de exploiter d'une façon mensuelle les services. Et ça va générer plus de revenus parce que la prochaine fois qu'elle va intégrer un service, ces clients-là, ils vont pas chercher un autre service de chez Google. Ils sont déjà dans le système, ils sont déjà dans la plateforme et c'est difficile de sortir ce qu'on appelle l'écosystème. La notion d'écosystème intégré. Avec cette approche-là, des exemples. Donc vous voyez maintenant Samsung qui est en train d'offrir des produits qu'on appelle Think, ThinQ, quelque chose comme ça. Ouais, ThinQ. Non, c'est directement avec un culon, ThinQ. Samsung qui est en train d'offrir ces services-là, c'est-à-dire vous avez un téléviseur qui est connecté, oui, je peux justifier cette connexion-là. Vous avez un système Hi-Fi qui est connecté, vous avez des lampes qui sont connectées, de l'éclairage qui est connecté, une thermostat du chauffage qui est connecté, un bouillard qui est connecté, votre iPad qui est connecté, une machine à laver qui est connectée, donc c'est tout l'écosystème. Donc Samsung, il est en train, c'est LG, pardon, c'est LG qui est en train d'offrir ce service-là. Et tous les autres vont essayer de le faire éventuellement. Tout un écosystème qui est connecté vers le même service pour essayer de séduire plus de clientèle. Avec ce qu'on appelle la Smart Production. Derrière, les entreprises, qu'est-ce qu'elles font? Ils utilisent la même chose. Ces mêmes consommateurs peuvent communiquer avec les machines directement durant les phases de production, bien de réalisation, bien de conception. C'est ce qu'on appelle la Smart Production.
peux entrer directement dans un site web de chez Apple, configurer mon iPad, demander une personnalisation, demander à ce que mon nom soit inscrit. Donc pendant la phase de la réalisation, de conception, je peux interagir avec mon système. Il y en a même des sociétés qui ont... je reviendrai vers la société Nest. Il y a même des sociétés qui font... Je citerai Nest, je citerai une société comme OnePlus. Qu'est-ce qu'elle faisait auparavant? Donc c'est un grand vendeur et fabricant de téléphones portables. Il demandait aux clients de lister les besoins dans le téléphone et elle donnait un prototype. Elle offrait ce prototype dans ses forums parce qu'elle avait des forums. Et les admins des différentes pages ou bien des différentes sections, il y avait la section hardware, la section software, la section besoins clients, médias et tout, caméra, appareil photo. Faisait des itérations de développement du produit jusqu'à ce qu'on puisse avoir le produit final. Imaginez que vous êtes un client qui était enregistré depuis la première vague et vous avez participé dans la conception et l'élaboration du besoin du produit final. 100% vous allez l'acheter. Vous voyez, ça pouvait pas exister si on n'avait pas les efforts combinés de ces ingénieurs-là et d'un ensemble d'autres personnes et organisations qui ont permis d'avoir l'infrastructure, l'organisation pour pouvoir instaurer cette façon de voir les choses, c'est-à-dire vraiment horizontale. Très bien, donc